Alors, on fait attention de bien être dans l'axe ici pour pas être gêné par ça, au niveau d'image. D'accord, Okay, bien sûr. voilà. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Ça me vient. Vous faut-il un son test voix donc. On est bon. On est bon. D'accord. Alors voilà, on y va. 1, 2, 3. Je vous ai compris. Voilà. Cher Frédéric, c'est bien comme ça? Attention la vidéo. Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Il faut bien le relever, mais vous êtes trop loin. Vous êtes trop loin. Il faut une main, un micro. Rapproche-toi. Un micro, il faut une main. Comme ça, vous faites ça. Voilà. Il faut ça et le relever. Guitare, regarde. Voilà. Basculez-le. Oui. Basculez-le un peu. Non, comme ça. Un petit peu comme ça. Voilà. Je suis pas l'habitude, Fred. Oui, non, Je mais suis en radio, novice. c'est particulier. Je suis novice. Mais vous l'avez mis dans Oui, l'extrait. non, c'est extra. C'est Bonjour. C'est volontaire. Bonjour la France. Bonjour la France. C'était Fred. On est bon. On est bon. On est bon. Puis on m'a vu. Sauf si vous êtes l'homme invisible, mais normalement on vous a vu. Ouais. On va pas vous taguer. On vous floutera. Mettez vos casques. Hein. C'est parti. On vous floutera. Allez, oui. Faut flouter. On flotter. Faut flouter. C'est pas flotter. Allez, go. On y va. Oui. Alors, chers internautes, c'est bientôt parti. Vous êtes dans les studios de Radio Collage Shalom, la radio juive de Grenoble et du reste du monde. Sous un manteau neigeux, Oui, absolument. n'est-ce pas, cher ami De ici? son blanc manteau, Et la bien. neige a recouvert nos... Oula. Et non. En pleine forme. Voilà. J'ai fait. Après, avec vos voix, je suis obligé de baisser un peu, hein, sinon ça va. Je baisserai un peu Ouais, parce ouais. que sinon ça va. Oui, ça marche, oui, que la musique. Il y a Ok. plein de sons. Voilà. Ça c'est bien, ça c'est bien. Shalom à tous, bonjour, chers amis. Shalom, mon cher Rabinissime. Bienvenue au cœur de l'hiver, car Grenoble est recouvert de neige aujourd'hui, et pourtant, c'est la chaleur dans vos cœurs, la chaleur dans vos oreilles, grâce, Fred, en studio, en régie, grâce au génie de cet homme, à ton génie, mon cher ami, et à la bienveillance de nos auditeurs et auditrices. C'est parti pour une nouvelle édition de Havruta. Veux-tu sauter un bon de bienvenue? Bien sûr. Tout d'abord, te dire que c'est un bonheur de te retrouver, de nous retrouver, De profiter vous retrouver. et de vous de retrouver. les retrouver. Alors, absolument. Retrouver nos auditeurs, retrouver également nos followers, comme on dit en yiddish. Et également, rappeler que c'est un grand moment où eh bien, chaque semaine nous pouvons à la fois transmettre, mais également nous enrichir de vos questions Et de nos débats, bien Et sûr. de nos parce que débats. Havruta, ça signifie en araméen l'étude en tandem. l'étude en tandem. Voilà. Et donc je profite pour rappeler nos trois séquences, Nos trois séquences, oui, qui seront, premièrement, à l'accoutumée. comme l'accoutumée. Tout d'abord, la question de l'auditrice ou de l'auditeur. Et deuxièmement, Deuxièmement, nos divrei Torah. et troisièmement, Et enfin, les annonces qui seront certainement très riches à l'approche de la fête de Hanouka. eh bien ce programme,
Il nous attend, il n'attend plus que nous. Juste après le jingle, nous passons à la question de l'auditeur. Si la main innocente rabbinique veut bien, l'air de rien, tirer cette question. Alors en effet, puisque maintenant les moyens techniques nous permettent de réunir toutes les questions, parmi les questions, Donc il y en a à peu près une centaine, comme chaque semaine. une n'est-ce bonne pas centaine, Et donc nous dirons tout à fait au hasard, de façon avons, anonyme. nous avons jeté notre dévolu au hasard, bien évidemment, sur la question suivante. Le recours à la force est-il parfois légitime? Oh, je vois que l'intéressé est inspiré, dirais-je. Le recours à la force est-il parfois légitime? Je dirais qu'en te faisant lire cette question, il tombe vraiment sur la bonne personne, comme chacun sait, tu es un homme extrêmement violent, dont la rancœur est le principe même de la relation humaine. C'est pas faux d'ailleurs. Et donc, Meir Knafo, je vous préviens, chers auditeurs et chers internautes, qui s'y frotte, s'y pique. Néanmoins, peux-tu nous parler de cette part de toi-même tellement importante qui est cette violence enragée que tu trouves en toutes circonstances légitime, cher ami? Eh bien, c'est le lion qui rugit en moi, qui effectivement me fait parfois sortir de mes gonds et mes griffes, mais elles sont tellement rares. Et puis, regardez, je n'en ai pas beaucoup. Ce que je pourrais dire en revanche, c'est que cette question, certainement, se fait l'écho de la paracha de la semaine. Non. Rapidissime. Oh, Comment se fait-il? Et je pourrais ajouter également que c'est peut-être un clin d'œil, je dirais, à la confrontation, ou plutôt au rapport de force qui va opposer Yaakov dans ses retrouvailles avec Esav, ou plutôt Esav dans ses retrouvailles avec Yaakov. alors c'est très bien. Regarde, ce que j'aimerais, comme préalable à notre débat, si tu le permets, c'est que nous ne tombions pas dans l'écueil de ce que j'appelle des rabbins pas chers, qui consiste à essentialiser des blocs de civilisation d'aujourd'hui à partir de deux frères du récit biblique. Ah, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait en fait s'intéresser à la violence qu'il y a entre ces deux frères, qui sont en fait déjà deux petits peuples, c'est-à-dire deux petites tribus avec une famille et quelques mercenaires, quelques centaines. Donc ce sont deux seigneurs qui s'affrontent, mais j'aimerais que l'on laisse ça de côté, l'affaire du choc des civilisations, qui en fait nous brouille un peu les pistes. Parce qu'enfin, c'est bien de la violence dont il faut parler, et pas des simplifications outrancières. Ah, mais absolument. Est-ce que tu es d'accord sur ce préalable? Ah, mais absolument, parfaitement. J'en étais sûr. Et c'est ainsi que je comptais le développer d'ailleurs. Oh là là, formidable. Eh bien alors allons-y, qu'as-tu à nous dire à partir de cet exemple? Yaakov et Ésaü, donc je situe pour nos auditeurs et nos internautes, deux frères que tout oppose, depuis le ventre. Jacob, homme des tentes et du savoir, qui a dû s'exiler parce qu'il avait par deux fois, il avait pris le pas devant son frère. Est-ce de manière honnête ou malhonnête? C'est là tout le cœur du débat. Mais ce débat s'est transformé en animosité terrible, puisque lorsque Jacob revient 21 ans plus tard, son frère semble l'attendre armé jusqu'aux dents avec 400 de ses mercenaires. Donc ça va mal se passer, on risque d'aller au clash. D'accord. Ésaü voudrait clasher Jacob, on pourrait dire les choses ainsi. Bien sûr. Dès lors, Jacob se prépare de trois manières, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure lors de nos allocutions. C'est pour ma part ce que j'avais envisagé. Il y a une des options qui est sur la table, qui est la guerre. Exactement. Et toi tu dis, est-ce que ce recours à la force est évitable ou pas, non pardon, est légitime? Dans quelle mesure, en fait c'est pas une question de clivage mais de degré, dans quelle mesure le recours à la force est légitime? Nous t'écoutons. Il faut définir ce qu'est le recours à la force. Ah oui. Le recours à la force, alors bien sûr ça peut être la force physique, la force militaire, ça peut être aussi la force de dissuasion, qui est très à la mode actuellement. Ça peut être également la force, je dirais également, de conviction. Le recours à la force, c'est pas forcément, on pense toujours, ou spontanément, à la force physique, ou alors militaire. Mais en réalité, nous savons, par expérience, que depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis que le concept de représentant de chacune des nations existe, donc le principe même de ce qu'on appelle l'ambassade. On va pas retomber dans Huntington, rassure-moi. Ah non, j'arrive, non. Mais le génie de chaque nation. Le génie de chaque nation, exactement. Alors à partir de là, il y a dans cette notion de recours à la force, en réalité, comment dirais-je,
une idée sous-jacente qui est la suivante. C'est que recourir à la force, eh bien, c'est certainement, comment dire, ça peut être un moyen, mais un moyen in extremis de résoudre un conflit. Oui. Et donc, quand on parle de recours à la force, moi je pense à un enseignement qui nous est cher. Haba leorgecha ashkem leorgo. Lorsque... Voilà, ça, c'est le principal cadre juridique du recours à la Du force. recours à la force. Lorsque l'on se lève, lorsqu'on vient, pardon, Pour, littéralement, pour te tuer, assassiner, absolument, Ashkem le ashkem Horgo, leorgo. La Torah, celui qui vient pour t'assassiner, lève-toi pour le tuer le pour le premier. tuer, absolument. Ashkem le Horgo, c'est marrant, c'est se lever de bon matin. Exactement. Donc c'est pas juste dans la situation de légitime défense, comment dire, in situ, mais c'est, voilà, tu sais qu'il y a une intention, là j'exagère sans doute, parce que le propos talmudique ne dit pas ça, mais dans le phrasé ça donne ça, tu sais qu'il y a une intention, si oui spakem, parabellum, qui veut la paix, prépare La guerre. la guerre. Absolument, exactement, tout à fait. Que c'est bien dit. Et donc, C'est pas de l'idée- moi. Tu me taquines, mais t'as bien raison. Mais que c'est bien, comment dirais-je, bien repris et je dirais à bon escient, de manière adéquate. Tu es très violent aujourd'hui. Oui, Et donc, comme oui, tu peux le voir. Et donc, cette idée, elle est importante. Elle est importante parce que nos maîtres vont nous donner, comme tu l'as dit merveilleusement, vont nous définir un cadre juridique de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui l'usage de la force. L'usage de la force, c'est-à-dire, ça peut être un cas, bien sûr, de défense, c'est-à-dire de défense, de protection du territoire, de défense de la population, etc. etc. Et ça peut être également une manière aussi d'anticiper sur des velléités de guerre, absolument. donc j'entends bien que Ça, ce c'est- concept talmudique de Hashkem le Horgo anticipe Voilà. la violence en l'administrant, le cas échéant, recours à la force. Exactement. Donc tu l'établis, tu décuples ou tu élargis le concept au niveau géopolitique, Exactement. des politiques extérieures, à savoir l'équilibre géopolitique tient parfois à ou bien la puissance de dissuasion ou bien le recours à la force. J'ai envie de te poser une question un peu difficile. Est-ce que tu estimes, voilà, puisqu'on est sur le plan géopolitique, que tout État est éthiquement apte à intervenir contre un État voyou? Ah, C'est-à-dire la question de l'interventionnisme. Un État qui maltraite sa population, les autres sont-ils, d'après toi, Miatinafo, fondés à intervenir, si besoin, par la force? c'est une question sensible. Je répondrai en deux temps. Faire quelle conception de l'ordre du monde tu as, en fait? Oui, voilà, je n'en ai pas beaucoup parce que ce serait de mon point de vue prétentieux d'en avoir une parce que nous savons que certaines règles, je dirais, nous échappent. Et pourtant, ton enseignement, je l'attends. Et pourquoi- Quand même tu le jugerais prétentieux, je pense qu'il nous Mais- serait très utile. Mais modestement, je dirais deux choses. Dans un premier temps, là, je m'exprime d'un point de vue, du point de vue de ce qu'on appelle traditionnellement le droit international. Tu vas comprendre tout de suite, je fais très court. En droit international, il y a un grand principe qui est le principe de non-ingérence dans les affaires. Ingérence, pardon, c'est le mot qui m'échappait. Voilà, de non-ingérence, mais tu l'as parfaitement formulé. Non-ingérence dans ce qu'on appelle les affaires intérieures d'un pays. C'est un principe qui découle du principe d'indépendance des États. Lorsqu'un pays est reconnu en tant qu'État indépendant à l'ONU, eh bien, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, d'où le débat pour savoir si la Catalogne pouvait être un État indépendant, dès lors que la Catalogne devenait un État indépendant, elle avait ce qu'on appelle tous les attributs d'un État, c'est-à-dire le droit d'autonomie, de gouvernement, d'expression, d'avoir une tribune en tant qu'État indépendant à l'ONU, etc., etc., une reconnaissance, une armée, bravo, une armée, etc., etc. Or, nous avons conscience, aujourd'hui encore, qu'ériger une région en État, ça peut être parfois la cause de déséquilibres à venir. Déséquilibres, j'entends, D'accord, donc au niveau il régional. y a véritablement une problématique pour la paix en Europe, c'est ça? Donc peut-être pas au point de vue de la Catalogne, du point de vue de la Catalogne, en tout cas à ce niveau-là, mais si le phénomène venait à se répéter, on sait à quel point les Bretons, par exemple, n'ont qu'une envie, ou les Auvergnats, c'est d'en découdre avec la métropole. Oui, Bref. les Corses en particulier.
Mais bon. Mais oui, c'est ça. C'est Général de Gaulle qui disait, hein, pour quitter la 4ème République, que si elle se laisse faire cette pauvre République, il ne lui restera à peu près que l'Auvergne. Et encore, c'est parce que l'Auvergne n'a rien à revendiquer. Bon. C'est C'était peut-être pour tacler Pompidou à l'époque, que sais-je, qui était auvergnat. Et, Ah oui. et donc Ça c'est la première chose. Donc, l'idée de... pour répondre à la question, donc, de l'interventionnisme, c'est comme ça qu'on le présente. oui, aujourd'hui. ingérence. L'ingérence. Mon terme n'est pas adapté à c'est plus sur un plan économique. Voilà. L'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, Oui. dès lors que dans ce pays, il y a, on va dire, des difficultés, la subtilité, et là je réponds, en tout cas que l'ONU s'est fixée, c'est lorsqu'ils estiment, aujourd'hui en tout cas, qu'il y a ce que l'on appelle une atteinte aux droits fondamentaux de l'homme, donc et plus précisément lorsqu'on parle de... alors le terme m'échappe, mais c'est entre guillemets d'incident humanitaire, le mot m'échappe, mais c'est lorsqu'il y a, on va dire, disons que lorsque la population est frappée et qu'il n'y a d'une certaine manière d'autres moyens que d'intervenir pour pouvoir mettre fin à une guerre ou malheureusement à des régimes où l'on pratique ce qu'on appelle le génocide ou l'assassinat d'ethnie, l'ONU s'arroge le droit d'envoyer des pays Très bien. pour pouvoir intervenir. Souvent par le biais de coalition. Donc, si je comprends bien, en fait, ça correspondait dans l'esprit à un autre principe talmudique qui est voisin du premier. Donc, c'est pas seulement quand soi-même nous sommes en danger que nous sommes habilités à intervenir, mais lorsque je vois Rodef, celui qui pourchasse l'autre, je suis fondé, j'ai même le devoir de l'empêcher de nuire, soit en le frappant à l'un de ses membres, soit en le détruisant, ou en le tuant. En le neutralisant. Neutralisant. Absolument. Je cherche le langage policier feutré, en le neutralisant, c'est-à-dire en exposant la cervelle. Bon. Et donc j'entends bien que finalement l'équilibre éthique, quelque part on s'y retrouve. Après ce ne sont que des textes. Dans la pratique, comment on finit par s'arroger ce droit d'ingérence, ça c'est une autre problématique. J'aimerais... Alors tu as un deuxième point, pardon, avant que je réagisse. Tu avais un deuxième point dans ta réponse. Alors, ah oui, le deuxième point il est important, c'est parce que c'est celui qui pose le plus de problèmes à la fois en réalité morale ensuite, c'est lorsque les pays qui sont intervenus ensuite doivent entre guillemets se retirer pour pouvoir laisser le pays se reconstruire. Ça c'est un point important. On appelle le day after, le jour d'après. Exactement. Pourquoi j'en parle? Parce que souvent c'est le prétexte justement au non-interventionnisme. Parce que la crainte c'est qu'ensuite ces pays s'approprient les richesses, etc. etc. C'est bien connu. C'est souvent le cas, malheureusement. Et donc du coup, ça a une incidence sur l'intervention même, ou le droit d'intervenir. Alors c'est pourquoi tout cela doit être comme souvent encadré, mais je pense qu'aujourd'hui, certains États ont une responsabilité à ce niveau-là, et lorsqu'ils interviennent, ils doivent, dès lors qu'ils ont rétabli l'ordre et la paix dans une région, dans un pays, ils doivent avoir la modestie ensuite de donner les moyens à ce pays de se reconstruire. J'imagine qu'il y a un suivi sur l'attribution des marchés ensuite, après la guerre. Ou c'est pas le cas? Je ne saurais pas dire pour mille raisons. raisons. C'est vrai que s'il y a ce désordre moral ensuite, et cette captation, ou cette quasi-prédation qui ne dit pas son nom, oui, ça remet en cause la légitimité du recours à la violence au niveau des États. Exactement. Alors, j'entends bien donc tout ce que tu nous délivres comme savoir quant à l'ordre international et l'équilibre géopolitique. Et tu avais commencé par vouloir définir qu'est-ce qu'on entend par la force, ou le recours à la force. Comment tu le définis? Alors, je vais t'expliquer. Moi, parmi mes livres de chevet, j'ai aussi quelques DVD ou vidéos à la demande aujourd'hui. C'est l'intégrale de Star Wars. Et dans Star Wars, depuis que je suis petit, je me pose la question. Donc, nos auditeurs, sans doute, si vous n'êtes pas à jour, mettez-vous à jour, puisqu'il y a l'épisode 8 qui sort il n'y a pas longtemps. Ce sera pendant Hanouka, je crois, en plus. Oh là là. Oui, il ne faut pas non plus faire la promo du... Hein, mais non, Rabbinissime, ce sera tout en lumière. Tout en lumière. Quoi qu'il en soit, le concept phare religieux dans Star Wars, c'est la force. Exact.
Donc il y a le bon côté de la force et le côté obscur de la force. Donc une puissance qui est complètement ambivalente. Le côté obscur, ce serait effectivement le déchaînement de la violence, le règne de la terreur, et le tout fondé sur la mauvaise gestion de ses propres peurs, qui se transforment en rage. Donc il y a toute une petite psychologie sur le côté obscur. En revanche, la même puissance, c'est un côté qui n'est pas qualifié d'ailleurs, c'est la force tout court, c'est en fait son côté vertueux, et ça consisterait précisément à intégrer les épreuves, à avoir, on va dire, un état d'âme ou un état d'esprit tout à fait stoïcien, tout à fait stoïque, et un peu ascétique, bien sûr, ce qui fait que on évite tous les troubles, on garde le calme en soi et on use de ce pouvoir qui permet d'intervenir. Donc il y a bien un recours à une intervention contre le gré, j'allais dire, des éléments, bien qu'il n'y ait pas de volonté chez les éléments, contre le gré des personnes, où on fait dire à l'autre ce qu'il n'avait pas a priori envie de dire, donc on l'objectise, on l'automatise complètement. Donc c'est un monde, un univers où se côtoient les créatures organiques et les créatures artificielles. Et c'est aussi ça le recours à la force, c'est-à-dire à une certaine persuasion, c'est la violation d'une autonomie. Et donc ça pose finalement, avec ce petit apport cinématographique mythique, ça pose la question, ou plutôt ça affine la question, le recours à la force, c'est aussi, au-delà de l'aspect du droit, au-delà de l'aspect doctrinal de Star Wars, c'est aussi l'atteinte à l'autonomie des êtres et des États. Et donc il peut y avoir une pression psychologique, une pression par les armes, certes, une pression par d'autres leviers de pouvoir qui pourraient être économiques, par exemple, l'argent, et ainsi de suite. Pour revenir à la violence elle-même, le recours à la force, moi j'ai toujours à cœur ce verset de la Genèse, ou plus exactement d'après le déluge, où Noé s'entend proposer ou imposer la nouvelle alliance, qui sera le nouvel ordre cosmique ou naturel. Et dans les éléments de cet ordre, il y a, après qu'il ait reçu dérogation de tuer pour manger, de tuer l'animal pour manger, Shofer dam adam adam damoi shafer, qui verse le sang de l'homme, dans l'homme son sang sera versé, c'est un chiasme que je trouve admirable, verser sang homme, homme sang versé, qui semble mettre, alors que l'idée en première lecture, c'est quand même de pouvoir punir par la mort quiconque a tué, c'est quand même, vu la proximité, l'identité des termes et la symétrie avec laquelle ils sont distribués dans ce chiasme, ça met face à face le bourreau et l'assassin, le supplicié, donc l'assassin qui va être condamné, et la victime jadis, et au milieu il y a les juges, qui versent le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Le juge ou le jugement, entre guillemets, pulsionnel ou pas, de l'assassin. Et c'est curieux que l'on ait mis tout ce beau monde sur un même pied d'égalité. Mais ce qui veut dire qu'au fond, en chaque bourreau, non que sommeille un assassin, mais il y a un continuateur de l'œuvre de l'assassin. En pratiquant la peine de mort, en répondant par la force, parfois au-delà de toute la thématique de l'équilibre des forces, du règlement moral des conflits internationaux, des équilibres, etc. entre États, il y a la problématique de poursuivre ou non la violence. Est-ce que la force ajoute au désordre, au chaos, et imprime sur des générations l'idée de la guerre, l'imprime dans leur chair, avec le corollaire de la guerre, c'est de la continuer, c'est-à-dire c'est la revanche éventuellement, ou bien est-ce qu'on est capable d'instaurer, grâce à la dissuasion, un ordre qui garantisse une période de paix? Je ne crois pas pour ma part que les paix soient définitives. L'histoire montre, il y a des auteurs qui l'ont bien mieux formulé que moi, montre qu'il n'y a en fait qu'alternance entre guerre et paix, pour reprendre Tolstoï. Mais au-delà de cela, il y a une responsabilité morale à poursuivre, parfois trop rapidement, trop gratuitement la violence. Je me rappelle de cette bande dessinée de Fluide Glacial, dans Fluide Glacial, je crois qu'elle est signée Franquin, où il y a un juge qui condamne un homme à mort, et lui dit, la loi est formelle, quiconque tue un homme doit être tué. Et il y a une main qui attrape le supplicié, qui est celle du bourreau, un prêtre qui bredouille quelques prières, et tchoup, la guillotine coupe la tête du coupable. Et puis une autre main tape à l'épaule du bourreau pour dire « Eh mon ami, la loi est formelle, quiconque tue un homme doit être tué. » Et le bourreau est ensuite guillotiné, tchoup. Et ainsi de suite, la dernière vignette, c'est un bourreau, une guillotine à l'infini. Bon. Donc voilà comment j'aurais pour ma part traité la question du recours à la violence, ce qui nous amène fatalement à notre synthèse. Le rabbin Knafo, donc, de sa docte
connaissance nous a révélé les subtilités du droit international et nous en a inspiré les liens avec le Talmud. Le recours à la force est-il parfois légitime? Il l'est bien sûr, tant que nous sommes dans le cadre de la préservation de la paix et de l'intégrité des êtres. En revanche, tout recours à la violence a un coût. Ce coût, c'est de poursuivre cette violence et de lui donner peut-être un caractère de perpétuité, de répétition. Avec la violence, on n'instaure pas la paix, on marque dans la chair les êtres de cette violence et de ce recours à la force. Et l'histoire dira ce que ces êtres, ou bien résilients, ou bien tenaillés par la revanche, feront de ces recours parfois nécessaires à la force. Voici pour cette première partie, première pause musicale, qui est une spéciale dédicace. Ah oui, Vous m'avez tout dit. une dédicace qui nous tient à Il cœur. y a deux garçons qu'il nous faut honorer. Oui, alors Donc, il y avait Nathan la semaine dernière. absolument, notre cher Nathan Rebaud. Voilà. Et également cette semaine, Yoni Yoni Citebon, Qui ont célébré leur bar mitzvah. Bar mitzvah. D'où la chanson que voici. Bar mitzvah. Chez Mathieu. Alors ça, quand tu as fait ta bar mitzvah, tu l'avais pas entendu, ça là déjà? Oh, si, bien C'est sûr. vieux ça. Hein. Ouais, bah, c'est la Chez musique. Batim. C'est notre époque, ça. C'est notre génération. Notre génération. Eh oui, c'était notre génération. Nous avons grandi depuis. Paraît-il. Oui, on essaye. Alors c'est les Shevatim, hein, c'est une des premières chorales juives de France qui a enregistré, je crois, et qui fonctionne encore d'ailleurs. Oui, absolument, qui est encore. Ouais, qui se renouvelle toujours. Chez Batim, et il faut préciser qu'ils sont 12. D'où le nom. Ah, c'est pour ça chez Batim, c'est toujours 12 personnes, 12 ans. 12 chanteurs, 12 enfants. Il y en a qui vont se reconnaître ou sur le direct ou bien à l'antenne, devant leur poste de radio, parce que tout le monde a eu ça C'est cet organe. cette chanson mémorable. Mais oui. Et à notre époque, nous assistions certainement au concert des chez Batim dans nos communautés respectives C'est exact. en région parisienne et même ils sillonnaient la France entière. C'est venu à Grenoble chez Batim. C'est pas le C'est pas. c'est possible. Hein. Alors, sur quoi porte ton Torah? Je vais noter. Je vais traiter de la fin de la paracha. Ah, c'est quoi la fin? Alors, je vais traiter précisément. Bientôt. Quel thème je notifie après? Bar mitzvah des Shevatim, c'était le choix du rabbin Knafo, excellent. Et nous adressons donc à Nathan et à Yoni, ainsi que tous ceux qui vont leur succéder. Il y a une brochette de Béné Mitzvah absolument impressionnante cette année. Quelle récolte, ma foi! Et des garçons et des filles. Donc ce sera cette année une très belle récolte. Et pour augurer de cette beauté, de ces beaux épis, donc le chant Bar Mitzvah des Shevatim. Merci, cher ami. Sans plus attendre, nous t'écoutons pour l'allocution, le Dvar Torah de la semaine. Je reviendrai, cher Rabbinissim, sur deux passages de la paracha. Le premier qui nous est connu, qui est le fameux combat de l'ange avec Jacob, que je mettrai en perspective à la fin de la paracha, c'est-à-dire la descendance de Esav. Je sais que toi tu vas traiter du tout début de la paracha. Du combat. Du combat également. Oui. Alors, Mais c'est parfait. Mais moi je le mets en perspective avec la fin de la paracha. Ce combat, et c'est juste mon introduction, oppose entre guillemets Yaakov, qui va donner naissance au peuple juif à travers les 12 tribus d'Israël, et Esav, qui lui va donner naissance, d'après à la fois les textes, mais également la tradition rabbinique et talmudique, à l'Occident, exactement. Et nos maîtres disent, et c'est important de le rappeler, lorsque Yitzhak a béni Jacob, et ensuite Esav,
Ve'aya ka'asher tarid ou farakta ou lo. Nos maîtres disent que un rapport de force va opposer constamment Yaakov à Esav. Et ce qui peut, entre guillemets, nous déstabiliser, c'est le fait que lorsque l'un sera à la cime, l'autre sera en bas. Et cela, c'est problématique. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'un et l'autre ne peuvent pas, entre guillemets, cohabiter sereinement. D'après ce que nous disent les textes, d'après ce que la Torah nous enseigne, lorsque Esav sera sur la montagne, Jacob sera dans la vallée. Et ça, c'est, entre guillemets, intellectuellement frustrant, et je dirais même, d'un point de vue également religieux et éthique, certainement, j'allais dire, préoccupant. Et pourtant, il faut l'expliquer. L'expliquer, c'est-à-dire, il faut expliquer que, en réalité, ce n'est pas une fatalité, mais que c'est en fait une manière de décrire l'histoire avec un grand H, mais que cette histoire, bien qu'elle soit, entre guillemets, annoncée, il y a toujours dans l'histoire cette capacité des nations et des peuples de pouvoir cohabiter, j'allais dire, paisiblement. Explication. Lorsque la Torah nous dit, lorsque Esav sera en haut, Jacob sera en bas, en réalité ce n'est pas une fatalité. C'est une manière de dire que lorsque les nations du monde connaîtront des moments d'apothéose, à ce moment-là, le peuple d'Israël devra rester fidèle à ce qu'il est. C'est-à-dire fidèle à la Torah et fidèle aux mitzvot. Explication. Lorsqu'une nation connaîtra son âge d'or, le peuple juif sera certainement attiré par cette nation, happé par son modèle social, économique, culturel. Et à ce moment-là, le danger sera qu'effectivement, eh bien, le peuple juif installé sur ce territoire se laisse aller, entre guillemets, à ce que Esav représente, c'est-à-dire d'une certaine manière à un modèle qui pourra peut-être séduire le peuple juif. Alors nos maîtres disent à ce moment-là, Am Israël devra jouer, comme l'on dit familièrement, la carte de l'intégration, mais ne pas céder au modèle au point de renoncer à ses propres repères. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, se produira Veka Asher Tarid ou Farata ou Lo. Lorsque toi, Esav, tu connaîtras une certaine ascension, une certaine stabilité, alors tu pourras, entre guillemets, l'ifrok-ol, c'est-à-dire te débarrasser du poids de la bénédiction que ton papa t'a fait au profit de Yaakov. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Alors nos maîtres disent, en réalité cette bénédiction, c'est une bénédiction qui est un peu une bénédiction résiduelle. Résiduelle, c'est-à-dire une bénédiction qui va accorder à Esav ce que Yaakov ne lui a pas, ce que Yaakov dans la bénédiction de son père, ce que Yitzhak dans la bénédiction qu'il fait à son fils Yaakov, eh bien, ne pouvait pas, entre guillemets, accorder à son fils Esav. Et c'est donc une bénédiction résiduelle, c'est-à-dire une bénédiction qui va accorder par défaut ce que Yaakov pourrait perdre s'il n'est pas fidèle à quoi? À l'étymologie de la bénédiction. L'étymologie, c'est les termes employés. Veiten lecha ha-elokim mital hashamayim. Ce n'est pas Dieu de miséricorde qui t'accordera la rosée, mais c'est Elohim. Elohim, nous savons dans notre tradition que c'est Midat Adin, que c'est Dieu de rigueur, Dieu de justice. Et que donc les bénédictions que Yitzhak va accorder à son fils, elles ne seront méritées que si Yaakov, eh bien, comme dit le Talmud, restera toujours dans le domaine des 4 amot, c'est-à-dire des 4 coudées de la halacha, c'est-à-dire qu'il sera fidèle
à l'héritage religieux, l'héritage spirituel. Mais que si il s'en écarte, alors à ce moment-là, les bénédictions ne pourront plus prendre prendre effet sur lui. Et donc on comprend, et je conclus, on comprend pourquoi, entre guillemets, la bracha que fait Yitzhak, c'est une bracha, on dirait familièrement, à double tranchant. C'est une bénédiction qui sera méritée lorsque Yaakov sera à la hauteur de cette bénédiction. Mais qu'en revanche, et j'en reviens et je conclus par rapport au combat, lorsque il y aura lutte d'influence, parce que c'est de cela dont il s'agit en réalité, entre Yaakov et Esav qui veut attirer Yaakov de son côté, et d'un autre côté Yaakov qui veut attirer Esav de l'autre. Lorsqu'il y aura combat, si l'un renonce, alors l'autre sera au-dessus. Et donc, alors, à quel moment peut-être les deux pourraient être en accord au point d'atteindre une certaine sérénité, une certaine paisibilité? Eh bien, nos maîtres disent qu'en réalité, il peut y avoir un point de rencontre entre Yaakov et Esav. Ce point de rencontre, je vais vous faire sourire, mais c'est tout simplement l'acceptation de l'autre. L'acceptation de l'autre, c'est-à-dire concevoir que Yaakov reste fidèle à son patrimoine spirituel et que Yaakov également conçoive que Esav, qui a fait des choix à la fois spirituels et on dirait aujourd'hui historiques qui le définissent jusqu'à aujourd'hui, et bien que Yaakov également le conçoive et l'accepte avec l'idée peut-être aussi également de pouvoir non pas faire infléchir, mais en tout cas de donner un certain phare à Esav. Et ainsi, ce sera certainement à ce moment-là le début des temps messianiques. Les temps messianiques, c'est-à-dire de la cohabitation paisible, je conclus, entre Yaakov et entre Esav. Et il faut savoir que certainement qu'aujourd'hui, nous nous en approchons à petits pas, mais à pas certains. Amen, merci beaucoup cher ami, à petits pas, mais à pas certains. Quelle jolie formule, emplie de poésie. Bien, alors comme je l'ai annoncé, j'allais partir du combat, ce fameux combat qui oppose Jacob à un inconnu. Jacob se trouve seul cette nuit-là, et un homme se bat avec lui jusqu'à l'aube. Ça dure une poignée de mots, et pourtant l'action représente une nuit entière. On a l'impression d'un moment du sommeil paradoxal, celui où on rêve. Donc c'est quelques images, on a l'impression que ça a duré une éternité. Bon, qui est cet homme? Le verset n'en souffle mot, il est mystérieux, et le Midrash dira c'est l'ange qui représente Ésaü, très bien. Mais à la limite, peu importe. Si le verset tait l'identité de cet homme, c'est qu'il faut aussi savoir comprendre cette histoire sans être obsédé par qui est-il. D'ailleurs, Jacob demande son nom, et l'homme dira mais pourquoi demandes-tu mon nom? Comprendre, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui vient d'arriver. Et qu'est-ce qui vient d'arriver? Jacob est victorieux, n'est-ce pas? Mais une victoire en demi-teinte, puisque lorsqu'il reprend sa marche, il est boiteux. En effet, l'homme a réussi à luxer sa hanche avant que Jacob ne le laisse fuir, ne le laisse partir. Je ne peux pas ne pas penser, en ce moment-là, à Derek Redmond en 92, tu sais, aux Jeux Olympiques de Barcelone, qui s'était, je crois, déchiré le genou. Il s'écroule à terre et, bien sûr, la course est perdue. Il sait qu'il n'est plus dans la course, mais il voudra tout de même, en claudiquant, aller jusqu'au bout de la course, le visage baigné de larmes et la foule en train de l'acclamer. Ça reste, pour la retrouver d'ailleurs en vidéo, ça reste une scène extrêmement émouvante. Ben, Jacob, c'est pareil. Il a gagné peut-être, mais l'enjeu de la victoire est balayé par le fait que maintenant il boite. Qu'est-ce qu'il doit faire de cette blessure? Alors le texte biblique nous dit, le verset nous dit que c'est pourquoi les fils d'Israël jusqu'à aujourd'hui ne mangent pas le nerf sciatique, puisque Jacob avait été frappé atteint à la hanche. Il y a toute une symbolique bien sûr, mais moi je me suis demandé mais quel rapport? Quel rapport entre un combat, un épisode biblique parmi d'autres et notre assiette? Si chaque épisode biblique devait trouver sa traduction dans notre régime alimentaire,
Alors pourquoi ne pas interdire les tartes aux pommes? Parce que la pomme s'est trouvée entre Adam et Ève. Pourquoi ne pas manger les poissons autrement que coupés en deux parce qu'il y a eu la coupure de la mer Rouge? Que sais-je encore? Donc c'est curieux, pourquoi sur ce point-là, ça se traduit par un rite alimentaire ou par une caractéristique de la cache-route, donc notre régime si particulier. Alors, sur un plan général, sur le sens de la cache-route, c'est évidemment extrêmement difficile de formuler des propositions satisfaisantes. Je dirais même que c'est impossible. Il n'y a aucune proposition qui est satisfaisante sur le sens qui imbibe jusqu'au détail pour ce qui est du manger cachère. Néanmoins, il y a des tentatives générales et génériques. Par exemple, lorsqu'on regarde quelles espèces sont écartées. C'est intéressant. La Torah donne des signes pour déterminer quels sont les quadrupèdes qui nous sont autorisés, ceux qui ne le sont pas, tout le monde les connaît. Idem pour les animaux marins et idem pour les volatiles, il y a des critères. Cependant, lorsqu'on en prend un peu de recul et qu'on en fait un peu la synthèse, on voit que grosso modo, les animaux relativement féroces ou autres carnassiers, ceux-là sont écartés et ne sont conservés que des animaux relativement paisibles. Bien sûr, un taureau ou un bœuf peut s'énerver, peut s'exciter, mais en principe pas comme ça ou pas tout seul. Et donc il y a une nature comme ça propre à telle ou telle espèce qui fait qu'on rentre dans le giron de la cache-route, ou bien, si on a la nature inverse, à savoir la nature violente et enragée, on en sort. Bien sûr, je ne suis pas partisan de dire qu'on devient ce qu'on mange. J'avais avec une connaissance eu ce débat encore cette semaine. Mais néanmoins, lorsque l'on mange, l'animal qui devient nous fait nous poser la question, et nous, qu'est-ce que nous devenons de lui? Est-ce que nous devenons lui dans la mesure où la mendication peut être un rituel, ritualisé, où on sait que ce n'est pas juste un poisson carré et pané que nous mangeons, mais bien une créature qui a qui a des caractéristiques, qui a une vie, y compris même une vie sociale, cet animal, vu ce comportement, il nous fascine peut-être. Et en le mangeant lui, qui sait si nous ne cherchons pas, consciemment ou inconsciemment, à épouser son comportement. Peut-être dans cette mesure, nous ressemblons davantage au comportement propre à l'animal qu'à l'animal lui-même, évidemment. Et donc, écarter la sauvagerie, c'est en fait écarter les comportements. Écarter l'animal, cruel, c'est écarter les comportements qui relèvent de la cruauté, se mettre à distance de ces comportements et ne pas vivre ce fantasme d'absorber la puissance d'un lion ou d'un grand carnassier. Alors je reviens fort de ce constat, parce qu'avec ça je n'ai pas expliqué le nerf sciatique. J'ai posé une sorte de sens générique pour la cache-route, mais quid du nerf sciatique? Pour éclaircir le nerf sciatique, savoir quel comportement serait à écarter par le fait de s'abstenir de manger le nerf sciatique, c'est ainsi que je formulerai, je suis obligé de faire un nouveau retour sur Jacob et sa posture de boiteux. Si Jacob avait gagné totalement sans être frappé à la hanche, que se serait-il passé? Eh bien, on serait resté avec les trois scénarios qui étaient prévus au départ. Enfin, il y en a deux en fait. Jacob se prépare à trois choses, mais il n'y a que deux scénarios dans cette préparation de trois choses. Il s'est préparé à faire la guerre, donc ça c'était un scénario possible. Il s'est préparé à parlementer et à amadouer son frère par des cadeaux, deuxième scénario possible. Et ensuite il a prié. Mais ça c'est pas un scénario, c'est s'en remettre à, mais a priori, sauf si on devait l'approfondir, ça ne représente pas un scénario. Donc je considère qu'il y a ces deux possibilités, ou bien faire la guerre, ou bien parlementer. Maintenant qu'il boite, il n'a plus 36 possibilités. Maintenant qu'il boite, il ne peut plus fuir, et il ne peut plus faire la guerre, n'est-ce pas? Il ne reste donc qu'à parlementer, en tout cas s'il ne veut pas mourir. Il ne reste plus que ce scénario-là, soudoyer son frère, l'apprivoiser, l'amadouer, pour que la relation revienne, si possible qu'elle soit durable, parce qu'on ne va pas non plus se faire la guerre indéfiniment. Donc faire le shalom, comme on dirait familièrement. Restaurer pour se faire une certaine confiance et reconstruire ce lien que des décennies ou des années de malentendus avaient détruit, avaient abîmé. Eh bien, le nerf sciatique interdit, c'est en fait l'écartement à nouveau des possibilités de la guerre et de la fuite, qui sont, dans un cas comme dans l'autre, des scénarios absolument pas enviables.
Et écarter le nerf sciatique revient à admettre qu'à un moment donné, on doit se confronter à la relation humaine. Qu'on doit pouvoir, vaille que vaille, la reconstruire, même si cela nous déplaît, même si la rupture était une facilité à tout point de vue, d'abord de préservation peut-être, mais aussi d'évitement finalement de tout conflit, chacun chez soi, les moutons seront bien gardés. Vivre, c'est prendre ce risque, justement. Et dans une chute, qui n'est pas de moi d'ailleurs, mais tout ce que je viens de vous dire, dois-je le préciser, n'est pas de moi. C'est un groupe d'enfants avec lequel nous travaillons le mercredi, les BM+, qui ont pensé la question, et la réponse est construite autour de la proposition de l'un d'entre eux, qui est Dan, qui se reconnaîtra et que nous saluons. Bravo. Et oui, donc ils ont aussi proposé cette chute. Courage et ne fuyons pas. Courage et ne fuyons pas, ce serait le grand message de cet écartement du nerf sciatique et de notre patriarche boiteux. Alors, pour introduire la dernière pause musicale, il se trouve que ce combat donnait lieu à un midrash qui trouve un éclairage nouveau. Venisgav Hashem levado bayomahu. En ce temps-là, Dieu se tiendra seul. Et le midrash dit, fait la correspondance avec un verset de notre paracha, Vayevater Yaakov levado. Jacob était resté seul. Voyez, avec Ishaïmo, et un homme s'était battu avec lui, Adalot Hashachar jusqu'au lever de l'aube. C'est Shlomo Karbar qui va être repris ici, qui le chante fort bien, on va pouvoir le chanter avec eux, avec un retour son absolument adéquat. Mais de la même manière que Jacob, cette solitude trouve son remède, il est obligé d'entrer en relation à la fin de son histoire, peut-être bien que la présence divine se trouvera à revenir en relation à la fin de l'histoire avec ces hommes qui peut-être ne sont pas dignes d'elle, et pourtant avec lesquels il faudra nécessairement renouer. C'est parti donc, Shlomo Karbar, interprété par Mordechai Ben David et une bande d'amis. Voilà. Très belle. Adaloisa shochan, Benisgav Hashem levado, Bahayimahu, Benisgav Hashem levado, Bahayimahu. Benisgav Hashem levado, Bahayimahu, Benisgav Hashem levado. Shem levado, Bayomahu. Vaymade Yaakov levado, Vay avec Ishimo. Adalot Hashachar, Adalot Hashachar. Vaymade Yaakov levado, Ishimo Adalot Hashachar, Adalot Hashachar. Levado, Hashem levado, Bayomahu, Benisgav Hashem levado, Hashem levado, Bayomahu, Benisgav Hashem levado. Alors qu'est-ce qu'on a comme annonce? J'ai un canon. Moi j'ai il y a un cours qui a été écrit sur le Qigong. Qigong, en hébreu, c'est quoi? Ah, c'est un art... Un art martial, non, mais c'est quoi? Non, je crois que c'est de la relaxation. Relaxation, maîtrise de la vitalité est un art chinois du mouvement qui vise à améliorer la santé, la longévité et la conscience, rien que ça. Il faut y croire. Mais c'est intéressant. Et donc c'est un art qui travaille sur la stimulation, l'équilibre et la circulation de la vitalité dans le corps. Il s'agit de formes lentes et précises, de méditation dans le mouvement, qui implique la respiration contrôlée, des étirements doux et des exercices de renforcement. Sa pratique est très agréable. Les classes sont ouvertes pour tous, débutants et avancés. C'est excellent. Ah oui, c'est excellent, excellent. Et ça se passe en hébreu en plus. Alors c'est en hébreu, c'est pour les femmes, je crois. Ah, c'est pour les dames uniquement. Ouais, D'accord. Oui. Ah ouais. Et donc, pour les hommes, il y a aussi un exercice de relaxation. Avec, absolument. On travaille sur la santé, la longévité, la conscience. C'est un travail sur la stimulation, que nous allons pouvoir proposer aux hommes, sur l'équilibre et la circulation de la vitalité dans le corps. C'est des formes lentes et précises de méditation en mouvement qui implique la respiration contrôlée, ça s'appelle, les étirements doux, ça s'appelle la tefila, la prière. Tu pourras donner les offices, les horaires. Et ouais, Quelle chance, n'est-ce pas? Bravo.
Alors un petit mot pour nos internautes qui nous regardent maintenant. Alors déjà, tout d'abord, leur dit que nous observons combien vous êtes assidus, combien également vous appréciez nos débats, et combien nous sommes touchés du temps de l'attention que vous nous accordez. Et que nous souhaitons nous vous apporter tout ce que nous pouvons à tous les niveaux. Et nous sommes très réceptifs et très attentifs à toutes vos requêtes et vos demandes et également toutes vos desiderata. Comme tu y vas, cher ami. Adalois, Alois, Shocha, Adalois, Shocha, Levado, Ishimo, Adalois, Alois, Shocha, Adalois, Shocha, Levado, Ishimo, Alois, Shocha. Un petit peu. Continue. Bien fort. Bien fort, bien fort. Voilà, c'est ça, c'est sympa. Attention. Eh bien, après ce petit moment récréatif que nous avons tenté de vous exprimer, Venisgav Hashem Levado, maintenant les annonces communautaires. Ce Shabbat, Bezrat Shabbat Vaishlach, je vous invite à vous mobiliser dans toutes les synagogues. En dépit du temps, le prétexte n'est pas du temps, au contraire, le temps doit nous encourager de son blanc manteau à nous rendre dans nos édifices communautaires. Ce soir, Arashi à 19h, demain matin également, Bezrat Hashem. Demain après-midi, notre cours, Mincha à 16h15, suivi du cours sur le combat de Jacob. Nous entretiendrons dans les détails, et ils sont croustillants, Bezrat Hashem. Je rappelle qu'il y a nos cours de Talmud Torah, dimanche matin, je fais très court, de 10h à midi et demi. Et je rappelle également qu'il y a un cours de Kikong en hébreu qui a... Et non pas King Kong. Hein. Et non pas de King Kong. C'est un cours hebdomadaire de 90 minutes en hébreu destiné aux femmes. Ce sera tous les mardis de 14h à 15h30 à Rachi. Pour les détails, c'est un cours donné par une femme merveilleuse, expérimentée dans ce domaine. Vous pouvez venir essayer, expérimenter dès ce mardi à 5 décembre de 14h à 15h30 à Rachi. Et pour de plus amples détails, vous le savez, il suffira simplement de entrer en contact avec votre serviteur ou le secrétaire, notre cher secrétaire, que je salue également. Formidable. Et donc, tu as oublié de préciser que les rabbins proposent également le même type d'art non martial, mais qui est un art de maîtrise de la vitalité, etc. etc. C'est un art hébraïque qui s'appelle la tefila. Donc ça a lieu aux horaires des offices réguliers. Quotidien, renseignez-vous, rejoignez-nous et faites-nous le plaisir de participer. Et c'est même ouvert aux dames. Absolument. À la différence. Mais c'est bien vu. Alors pour notre part, ce Shabbat sera un Shabbat tout à fait particulier puisque c'est le deuxième Shabbat des jeunes de l'année. Donc office conduit par les jeunes, allocution même d'un des BM+, et immense kidouche offert par les familles Benamou et Cardozo pour la naissance du petit Solal, leur petit-fils commun. C'est aussi Save the Date, le 12 décembre, la première bougie de Hanouka, grande fête et concert exceptionnel à Yochai. Nous vous révélerons dans quelques jours le nom de l'artiste. Talmud Torah des enfants, des adultes le dimanche matin, le rendez-vous des lycéens le soir, et puis le cours de pensée juive qui reprend du service
toujours sur la notion de repentir de Teshuvah, c'est jeudi soir à 20h, Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi versus Machiavel, gouvernement de soi-même. Ce sera la reprise du cours de pensée juive. Ce jeudi, La conférence hebdomadaire. ma conf de Shabbat, c'est nos amis les clowns. Pierrot, Harlequin et tous les autres et leurs cousins juifs qu'ont-ils à nous apprendre? Nos amis les clowns, c'est tout à fait sérieux et c'est dans la paracha. Ce sera ce Shabbat à 17h30. Sur ce, chers amis, Shabbat Shalom à toutes et à tous. On peut avoir le retour son? Je peux pas, faut que j'enchaîne. Ah, il ne peut pas. Eh bien, nous. Eh bien, nous enchaînons. Alors, sans tarder, nous allons remercier nos internautes, nos followers, nos auditeurs, remercier Frédéric aux manettes, merveilleux, et vous souhaitez... Eh bien, vous souhaitez de nous retrouver en direct, bien sûr, mais aussi sur les vidéos du groupe, des groupes concernés, puisque cette vidéo est partagée largement sur les comptes de vos serviteurs, mais aussi sur les groupes qu'ils animent. Et puis, retrouvez-nous sur YouTube aussi, puisque si vous n'avez pas Facebook, ça n'est pas bien grave. Bientôt, c'est-à-dire dans à peu près moins d'une heure, la vidéo sera disponible pour tout un chacun. Et ainsi, vous pouvez nous suivre, commenter, suggérer, critiquer, pourquoi pas. Et qu'ainsi nous puissions ensemble, tous ensemble, grandir et avancer sur le même chemin. Sur ce, cher ami, je te souhaite Shabbat Shalom, Shabbat Shalom et à très et à bientôt. très bientôt, Bezrat Hashem. Ciao.